Eh bien, bonjour pour cette réunion, télé-réunion qui nous change de notre habitude de nous rencontrer. Et je voulais simplement essayer de faire quelque chose de suffisamment dynamique pour vous renseigner, espacer questions-réponses. Et surtout, je commencerai par la présentation des personnes qui vont vous parler. Donc, je demande simplement à la caméra de se déplacer sur les personnes. Vous voyez Nick Scully, vous voyez Dave Bruce, Dieter Rogiers, et à côté de moi, j'ai Philippe Le Calvet. Donc, la réunion va se dérouler comme d'habitude avec des présentations vous permettant de connaître et de mieux percevoir ce que nous faisons. Deuxièmement, une partie financière que j'animerai et des questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions en temps réel et si ces questions concernent un speech qui vient de se terminer, nous arrêterons la présentation et nous répondrons. Donc, je me permets de commencer et d'introduire le speech de Nick Scully. Mais avant tout, je voulais vous dire que cette année, nous avons une présentation de notre direction financière qui est, j'allais dire, mature. Nous avons un CFO par division et c'est dommage parce que la réunion qui était prévue au Trocadéro était aussi faite pour vous présenter tous ces CFO. Là, nous commençons par la présentation de Nick Scully, qui est au sujet du GRC. Donc, je le laisse parler et je passerai moi-même les slides. Okay, well, good morning, everybody. Bonjour à tous. Alors, je ne vois pas les diapositives, mais je les avais à table sur la table devant moi, donc tout va très bien se passer. Comme l'a dit Jacques, je m'appelle Nick Scully et je suis le directeur général pour SWORD GRC. Et je voudrais focaliser aujourd'hui sur l'une des entreprises qui est l'un de nos clients principaux, le ministère de la Défense britannique. Bien sûr, c'est une organisation gouvernementale au Royaume-Uni qui s'occupe donc de la défense. En 2016, cette organisation a donné le lancement du projet pour pouvoir travailler sur le Challenger 2, qui est le véhicule que vous voyez à l'écran. Le gagnant du contrat qu'il visait, c'était Rheinmetall au Royaume-Uni. Et cette société a proposé énormément de changements et de modifications qui tournaient autour des armements, autour des systèmes de fusils. Le but étant d'améliorer la durée de vie de la machine jusqu'en 2035 environ. En gagnant ce contrat, Rheinmetall a ensuite choisi de travailler avec ARM pour gérer le risque au niveau du projet, très clairement en espérant pouvoir minimiser le coût des dépassements, mais également les dépassements en termes du programme pour le projet. C'était une très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a gagné donc cet appel d'offres au sein du ministère de la Défense britannique, mais nous avons pu déployer également au sein de Rheinmetall, non seulement au siège en Allemagne, mais dans d'autres parties de l'Europe et dans d'autres parties pour le compte de l'OTAN. Comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois lors de ces forums, en règle générale, nous avons le produit leader avec ARM dans le secteur de la gestion de projet. Pour passer à la diapositive suivante, si je regarde ce monde des projets, comme vous le voyez, nous ne travaillons pas simplement dans le domaine de l'aérospace et de la défense. Nous sommes très forts également dans les transports, dans la construction et dans le secteur énergétique. Et l'an dernier également, nous nous sommes frayés un chemin dans les services financiers grâce à l'acquisition de Magic Galileo. Et je suis absolument ravie de pouvoir dire qu'au cours de l'année 2019, Magic Galileo a eu leur meilleure année de toute leur histoire depuis que la société existe. Donc, nous avons été ravis de la performance que nous avons pu générer à travers les services financiers
sous le drapeau de Sword. De plus, nous avons su croître organiquement. Nous avons développé notre offre au niveau de la compliance et grâce à l'acquisition de Magic Galileo, nous avons pu mettre en place l'outil audit. J'ai parlé de la croissance organique ou plutôt le développement organique grâce à compliance. C'est vraiment essentiel. Au mois de mars, nous avons sorti la dernière version d'ARM 2020 et il est absolument essentiel que nous continuions de développer la fonctionnalité au sein de ARM, mais également à nous de savoir veiller à ce que l'utilisabilité du produit soit aussi conviviale, aussi intuitive que cela est possible afin de pouvoir garantir que tous nos clients continuent de choisir ce produit. Il faut que les utilisateurs aient du plaisir à utiliser cet outil. Également, nous continuons d'analyser le marché et de développer potentiellement nos acquisitions. Nous regardons spécifiquement les différentes sociétés qui travaillent dans notre domaine dans le but de développer nos produits sur le marché. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois par le passé, nous avons une opération globale ici. Je suis ravie de pouvoir dire qu'au mois de décembre, dans notre secteur privilégié, nous avons pu sécuriser notre première signature de contrat au Chili, dans le secteur minier et également tout à fait au début de cette année, nous avons pu signer notre premier contrat en Corée du Sud. Donc la place de marché est en train d'évoluer, de croître de façon très saine. Nous sommes très bien placés pour le futur. Bien sûr, je ne peux pas commenter plus quant à ce que ce virus va faire, mais du point de vue du business, nous sommes en très grande forme. Merci Jacques. C'est bon. Merci Nick. Merci pour cette présentation. À nouveau à tous, cette présentation qu'on veut extrêmement courte pour vous permettre de poser des questions. Je pense que Nick, tu as eu l'humilité de ne pas mentionner que tu es le leader mondial dans le secteur défense pour le risk management, ce qui est naturellement un secteur très étroit, mais c'est quelque chose qui nous assure un leadership et qui permettra de signer nos prestations et de signer nos produits dans de nouveaux pays. Donc j'insiste sur le fait que nous sommes le leader mondial dans ce secteur. Je laisse la parole maintenant à Philippe pour qu'il vous parle d'IP. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un petit point sur la partie software concernant la France et la partie plus particulièrement IP, donc Intellectual Property. Donc, sur ce premier slide, on voit un certain nombre de nos clients qui nous sont fidèles depuis une quinzaine d'années. Et donc, on voulait enchaîner effectivement pour vous décrire quelles sont nos actualités, notamment autour de notre client préféré, qui est, il ne faut pas dire ça, notre client qui est la Nouvelle-Zélande et donc l'Office de propriété de Nouvelle-Zélande qui dépend du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Donc j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette référence et de ce client donc, qui est fidèle effectivement depuis plus de, on va dire, 9 ans, bientôt 10. Et actuellement, donc, on travaille avec eux sur 2 gros projets. Donc, un projet qui permet de gérer toute la gestion des marques et des brevets. Donc, c'est l'ERP pour le gouvernement de la gestion des marques et des brevets, où on gère tout le cycle de vie. Et puis un projet qui s'appelle Resolve, qui permet de gérer en fait les conflits qu'il peut y avoir entre différentes personnes ou différentes sociétés. Et plutôt que de passer en justice, on a un outil numérique qui nous permet en fait d'essayer de résoudre en fait les différents problèmes que peuvent avoir les différentes personnes ou sociétés entre eux. Donc pour ça, on utilise 2 produits, un produit Accepto, un produit Ptolemy. Donc Accepto, c'est plus de la recherche d'images. Ptolemy, c'est l'ERP dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui nous occupe actuellement de manière assez importante, c'est qu'on est en train de transformer ces outils. Donc on a un programme de transformation qui a démarré il y a 2 ans en introduisant effectivement de l'intelligence artificielle et du machine learning sur différents aspects de notre métier.
À la dernière présentation qu'on avait faite au Trocadéro, je vous avais fait une petite illustration de comment on pouvait utiliser du machine learning pour faire de la reconnaissance d'images. Et on voit effectivement le petit logo sur le slide qui permet effectivement d'illustrer en fait ce savoir-faire. On a poursuivi en fait nos travaux, bien sûr, sur cette recherche d'images, mais aussi sur de la recherche de texte, où le but, c'est de faire de la catégorisation automatique qui permet de simplifier en fait les démarches de déclaration d'une marque ou d'un brevet. Il faut savoir que quand vous déclarez un brevet, vous devez effectivement le déclarer pour un certain segment, pour protéger effectivement différents mots-clés, différents segments. C'est assez complexe. Et les mots-clés que vous allez choisir associés à ce brevet sont partis d'un référentiel qui est assez large. Chaque office a son propre référentiel et trouver les bons mots-clés pour protéger effectivement votre marque n'est pas forcément simple. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos nouveaux add-ons qu'on est en train de mettre en place basés sur du machine learning, de l'intelligence artificielle. En termes de, donc là on passe au slide d'après, qu'est-ce qu'il faut garder en tête sur nos activités sur la partie propriété intellectuelle? Donc on a du business récurrent, puisque 50% en fait de notre activité est liée à du business récurrent, donc sur des contrats de maintenance multi-annuels, donc c'est 50%. On a toujours maintenu nos clients existants depuis une quinzaine d'années sur nos deux gammes de produits, donc sur la partie Ptolemy et sur la partie Accepto. Et on continue à renforcer, je dirais, nos partenariats, notamment avec la Nouvelle-Zélande, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va nous faire qu'on va grossir et donc progresser? Donc on a différents programmes qui sont lancés donc dans la partie vente de nos produits. On a une partie en fait notamment autour de l'ERP qui est un socle de base et sur lequel on va rajouter un certain nombre d'options qui sont liées à des traitements qu'on est en train de développer. Un des exemples, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc sur la machine learning pour la reconnaissance d'image ou de texte. Mais on va aussi rajouter un certain nombre d'autres traitements comme du chatbot ou des moteurs de recherche intelligents. On travaille aussi en coopération avec une autre division qu'on a en France qui est spécialisée dans la blockchain sur une approche blockchain plus propriété intellectuelle qui pour nous a un grand avenir et qui va transformer le métier de la propriété intellectuelle ou industrielle demain. Et on a aussi une extension possible qu'on est en train de mettre en place pour adresser encore mieux les projets internationaux en s'appuyant sur notre centre de référence en Grèce. Et donc on a pour projet d'exporter une partie de notre R&D en Grèce pour pouvoir développer et avoir une plateforme locale d'offshore en Grèce. Donc ça, c'est des choses qui sont lancées. Pour aller encore plus loin, on a le projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc tout ce qui est e-résolution, qui est utilisé sur le gouvernement en fait de Nouvelle-Zélande, mais sur lequel on pourrait avoir des rebonds dans d'autres pays. Donc, du coup, on a un plan de développement à ce niveau-là. Et derrière, on a aussi en projet de monter des partenariats avec des sociétés qui possèdent la donnée, alors que nous, on possède, je dirais, les traitements pour gérer la donnée, et pouvoir avoir une association entre des sociétés privées qui gèrent la donnée et nous qui gérons les traitements sur cette donnée pour avoir une vision plus complète encore sur la partie IP. Voilà sur la partie IP. Merci Philippe. Et je reviens, comme à chaque présentation, j'ai l'impression, sur le premier slide où on dit « Nous sommes leaders mondial de ce secteur ». Je vais revenir dans cette présentation sur cette volonté d'avoir des niches et d'être le leader, et non pas une leading company, mais le leader sur cette niche. Actuellement, nous avons déjà 40 pays qui nous ont fait confiance. 40 pays, c'est beaucoup en soi, c'est peu par rapport au nombre de pays, mais nous sommes le plus important fournisseur. Voilà, je laisse maintenant la parole donc au service et à UK.
Je vous présente, vous voyez peut-être Dave Bruce. Il est à Aberdeen et il gère, j'ai marqué sur l'organigramme le UK pour le service et j'ai rajouté le Texas et vous verrez pourquoi. Donc Dave, c'est à toi. Merci Jacques. Bonjour à tous. Effectivement, je suis en Écosse où il fait très très froid ce matin, mais je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire court. Je vais vous donner un aperçu très très rapide sur ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons à l'heure actuelle au Royaume-Uni? Je vais commencer avec une déclaration très osée. Nous sommes le fournisseur, le tout premier fournisseur de solutions technologiques pour le gaz et le pétrole dans la mer du Nord. Pourquoi est-ce que je pense pouvoir déclarer une telle chose? C'est parce que nous avons 300 personnes qui travaillent au sein de cette industrie. Nous dirigeons des opérations informatiques pour quasiment tous les opérateurs qui sont présents dans la mer du Nord. Nous gérons nos clients, toutes leurs données critiques. Ils nous font confiance pour pouvoir gérer leurs données critiques au quotidien. Alors, depuis 15 ans, nous avons mis en place 21 transition d'actifs, c'est-à-dire lorsque les infrastructures dans la mer du Nord changent de propriétaire, nous avons géré ces contrats qui valent des millions de livres. Donc, nous sommes vraiment un partenaire de confiance dans le secteur du pétrole et du gaz et depuis 20 ans, nous aidons tous nos clients à ajuster, à améliorer et à transformer leurs process clés au sein de leur business. Donc, je suis très fière de ce que nous avons pu faire et de ce que nous continuons de faire dans ce secteur. Cela étant dit, vous pouvez voir d'après cette diapositive qu'on ne travaille pas seulement dans le secteur du gaz et du pétrole, on travaille dans d'autres secteurs, dans le secteur public par exemple au Royaume-Uni et également dans le secteur de l'assurance. Et je pense que vous verrez grâce à certaines de ces diapositives que je ne vois pas à l'heure actuelle, mais j'imagine que vous voyez les informations sur les clients comme Admiral, Generali et ainsi de suite. Donc la question qui se pose si nous passons à la diapositive suivante, c'est quels sont les exemples de ce que nous faisons, comment de façon tangible est-ce que nous aidons nos clients à évoluer, à changer leur business. Permettez-moi de commencer en disant que les sociétés spécialisées dans le gaz et le pétrole génèrent énormément de données au quotidien. Ces entreprises ont créé pléthore de données et ce, depuis l'existence même de ces sociétés dans la mer du Nord. Mais le point clé, c'est que ces entreprises doivent trouver des données fiables, des données qu'ils peuvent utiliser pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est là que nous, on joue un rôle. Nous avons eu des process très manuels par le passé et au fur et à mesure, on les automatise. Donc, on prend les ensembles de données, on applique le machine learning afin de pouvoir nettoyer les données, afin de perfectionner la qualité des données, afin qu'on enlève les anomalies là où il y a des trous, on rajoute ce qu'il faut, jusqu'à ce qu'on ait des ensembles de données auxquels on peut faire entièrement confiance. Et puis à ce moment-là, on présente ces données à la communauté technique afin que la communauté puisse chercher ou trouver du pétrole par la suite. Et dans certains cas où nous faisons ceci, nous voyons parfois une économie de jusqu'à 70% si au départ vous avez ces données brutes et après vous les traitez pour pouvoir les utiliser pour prendre des décisions critiques. Donc vous verrez à travers ces diapositives deux exemples. En premier, pour Shell, ce que nous faisons, c'est que nous gérons toutes les données sur les puits. Lorsqu'il s'agit de forêts dans le sol, on a les capteurs, etc. Et puis pour BP à Houston, nous analysons les données sur les analyses core. Donc, lorsqu'on extrait des morceaux de terre, nous réalisons les analyses pour voir quel type de roche nous sommes en train d'examiner. Le point le plus important, c'est que ceci est tout à fait transférable. On peut faire ceci dans toutes les industries. On peut utiliser les techniques que nous avons développées dans toutes les industries. Donc, il y a des opportunités énormes pour nous au niveau de la gestion des données. Je vais continuer avec la diapositive suivante et j'espère que cette diapositive montre nos opportunités au Royaume-Uni au niveau de la croissance. Quelles sont les opportunités que nous avons? Je pense que c'est absolument primordial aujourd'hui que de signer de nouveaux contrats. Mais ce qui est aussi très important, c'est de garder les contrats que nous avons déjà. Donc, nous organisons des équipes de façon à ce que les équipes soient à 100% responsables de préserver le business que nous avons, faire croître ce business et gagner
d'autres contrats. Et bien sûr, nous voulons rester focalisés sur le fait qu'il faille bien faire le travail que l'on fait. On ne veut pas perdre les clients existants. On veut également développer notre empreinte au niveau des clients. Donc, une fois que nous avons des clients qui nous font confiance, une fois qu'on a une bonne relation, comment leur donner, leur apporter plus de services. Bien sûr, quand on parle de gagner plus, ça veut dire gagner plus de clients dans plus de géographie aussi par rapport à notre business. Et donc, je voudrais partager avec vous très rapidement quelques informations, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste quelques points forts par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant cette année. Je suis absolument ravie de pouvoir dire que les 2 premiers mois de 2020, nous avons renouvelé plus de 20 millions de livres sterling de nos contrats stratégiques. Donc ça, c'est notre relation pour le long terme. Et même si un contrat typique est un contrat qui dure 5 à 7 ans, je dirais que pour la majorité de nos clients, nous travaillons avec eux depuis plus de 20 ans. Et donc, vraiment une plateforme absolument formidable et beaucoup de certitudes pour notre secteur en avançant. Nous avons également commencé à exporter nos compétences à partir du Royaume-Uni pour travailler avec les États-Unis et au-delà. Je suis ravie de cela et nous avons mis en place un plan pour ouvrir un bureau à Houston, encore un centre pour le gaz et pour le pétrole. Je pense que pour l'instant, il faut voir comment les choses vont se passer pour les 6 mois à venir, alors qu'au départ, on avait l'intention d'installer ce bureau dans la deuxième moitié de l'année. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous sommes en train de gérer 3 projets de transition des actifs dans la mer du Nord. 3 projets essentiels, de très gros projets. Donc, qu'est-ce que je dirais si je devais simplement résumer les opportunités pour la croissance? C'est que nous avons une histoire, une très belle histoire à raconter. Nous avons un carnet de commandes qui est très robuste, qui est très bien rempli. Oui, dans les quelques mois qui viennent, nous allons devoir faire face à des challenges comme tout le monde, mais je crois fermement qu'au Royaume-Uni, nous sommes là pour durer et pour croître en 2020 et au-delà. Donc un grand merci et j'espère que ces informations vous seront utiles. Merci à Dave pour cette présentation. Je n'ai même pas besoin de revenir 3 slides avant pour dire que tu es le leader dans ton domaine. Et simplement, j'aimerais qu'on prenne du recul par rapport aux événements actuels. Oui, il y a une crise du prix du pétrole, mais non, le pétrole ne va pas s'arrêter. Les besoins seront toujours importants demain et la stratégie de Dave est vraiment la bonne. Maintenant, nous allons changer totalement. Nous allons revenir sur des organisations internationales, sur Belgique, Luxembourg et Grèce. Et je cède la parole à Dieter Rogiers. Merci Jacques. Bonjour, je m'appelle Dieter Rogiers et je vais vous présenter en fait nos activités en Belgique, au Luxembourg et en Grèce. J'aimerais bien commencer la présentation par vous montrer quelques logos de nos principaux clients et vous pouvez y voir des logos tels que la Commission européenne, le Parlement, le Conseil, la Banque européenne d'investissement et quelques autres. Le prochain slide vous expose 2 projets réalisés chez les clients que j'ai précédemment mentionnés. Il faut bien savoir que nous sommes principalement actifs dans le monde des services applicatifs par notre entité Swert et dans le monde de la communication digitale par notre entité Typique. Aujourd'hui, Swert en Belgique je pense qu'il faudrait que tu te rapproches du micro parce qu'on t'entend moins bien. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Sorry. Is this better? OK. Vous m'entendez mieux en fait maintenant? Done? Yes, I hear you well. OK, good. Excellent. Il faut bien savoir que nous sommes principalement actifs en fait dans le monde des services applicatifs et dans le monde de la communication digitale par nos entités respectives Swert et Typique. Et Swert se positionne au niveau des services applicatifs et au niveau de la communication parmi les plus gros acteurs du marché institutionnel européen. Swert est un partenaire stratégique de la DG Taxud depuis plus de 20 ans. La DG Taxud est responsable des politiques pour l'Union européenne en matière fiscale et douanière.
Et en quelques mots, l'Union européenne représente plus que 15% du commerce mondial. Encore quelques autres chiffres, ça représente plus que 4 billions d'euros de chiffre d'affaires annuel et plus que 25 milliards d'euros de perception d'impôts. La Taxut maintient plus que 40 systèmes dédiés justement à l'activité fiscale et douanière. Et parmi celles-ci, Swert a développé plus que 10 en fait, de ces applications. Tipeee est également reconnu comme un des leaders sur le marché institutionnel européen au niveau des services de communication digitale pour assurer à ses clients une présence, une visibilité et une crédibilité. Et dans ce contexte, je pourrais mentionner le projet de la DG Justice où nous avons fourni ensemble des campagnes promotionnelles dans le but d'informer les citoyens européens qui voyagent hors Union avec la protection consulaire. Je peux vous donner en fait d'autres exemples, justement en fait à ce niveau-là, LGBT. Voilà. Alors en passant en fait au troisième slide, ce nouveau slide présente nos différentes forces et expertises. En plus de ce qui est mentionné, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, Swert possède plus de 25 projets majeurs, projets multimillions et pluriannuels. Les contrats ont une durée en général en fait entre 4 et 7 ans et la valeur d'un contrat varie entre 4 et 100 millions. Finalement, nous sommes également fiers de pouvoir dire que la valeur de notre carnet de commandes est supérieure à 150 millions d'euros. Enfin, nous sommes heureux de compter parmi nos clients 3 clients faisant partie du top 10 des grands comptes du groupe Swert. Je passe la parole de nouveau en fait à Jacques. Bon, en tout cas, Dieter, merci pour cette présentation et on te remercie de t'exprimer toujours en français. Rappelons quand même que tu es flamand et de culture flamande et qu'en conséquence, c'est toujours un effort. Mais je ne pense pas que les Anglais vont apprendre le français pour autant. Nous continuerons à parler anglais dans le groupe, rassurez-vous. Bref, je passe la parole maintenant à Philippe Le Calvet. C'est bon, j'ai un micro. Donc on va passer sur la présentation effectivement des services en France. Donc sur la partie services en France, alors on est, comme le mentionne en haut à gauche, ça t'évitera d'y revenir, mais tu pourras revenir sur d'autres choses. Numéro 1, effectivement, dans le domaine de la partie SIG et MAS. On a d'autres expertises sur lesquelles on fait partie des leaders en France. Donc Jacques pourra compléter. Donc on a indiqué les différents clients pour lesquels on travaille. Donc on peut voir au travers de ces clients qu'on a à la fois du service privé et du public. Hein. Donc nos expositions c'est 45-55, 45 pour du public, 55 sur la partie privée. Et on travaille pas exclusivement mais à 90% pour des grands comptes et des grands groupes en France. Sur un projet représentatif, donc on a choisi un projet dans le domaine du SIG, puisqu'effectivement on fait partie, où on est le leader au niveau de la France, et on a choisi un projet d'actualité, puisque ce matin j'entendais parler d'Aéroport de Paris et donc du report de leur privatisation. Donc on travaille pour Aéroport de Paris depuis 2 ans et dans le domaine du SIG, et pour eux, en fait, on a transformé l'approche qu'ils avaient de leur gestion de plan en une gestion plus intelligente des différents objets qu'ils peuvent gérer. Donc, alors, je m'explique. D'abord, Aéroport de Paris, ce n'est pas un aéroport, c'est 12 aéroports, donc Orly, Roissy, Le Bourget et tous les autres.
Et ils ont comme mission de gérer tous les types de réseaux qu'on peut avoir sur un aéroport. Ça peut être du gaz, de l'électricité, de l'eau, du carburant. Ça peut être du froid, du liquide chaud. Donc il y a 13 réseaux différents en fait au niveau d'un aéroport. Et leur problématique, effectivement, c'est d'arriver à servir tous leurs clients. Donc leurs clients qui peuvent être des sociétés, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de sociétés où, par exemple, si vous avez un magasin dans l'aéroport, il faut de l'électricité, de l'eau, du gaz ou autre. Et puis servir aussi leurs besoins internes. Pour gérer tout ça, avant, ils travaillaient sur des plans donc de manière assez classique, ce qu'on appelle des plans CAO, qui sont assez intéressants, mais qui ne sont pas suffisants si on veut aller sur de la gestion un peu plus intelligente. Et donc, on a transformé cette gestion de plans CAO en un système d'information géographique, c'est-à-dire des objets intelligents rattachés à des plans. Donc, on a toujours cette notion de visualisation de plans, mais dessus, on peut avoir par couche distincte, en fait, les différents objets que l'on gère, qui peuvent être un réseau d'eau, un réseau d'électricité, une pompe ou autre. Et ça permet effectivement à la fois de visualiser, présenter ou localiser en fait tous ces équipements et de travailler en fait sur des applications métiers autour de ces équipements. Et une des applications métiers, et une des premières, est la facturation effectivement en fonction des usages. Voilà. Je vais passer à la slide suivante, où on a un certain nombre, je dirais, de KPI, de métriques en fait concernant la France. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait concernant la France et nos activités services? Donc, on reste un IT spécialiste, donc une société de service ou une ESN qui fait du service spécialisé. Donc, on ne sait pas tout faire, mais on s'est spécialisé dans les marchés de niche. Enfin, voilà. On est spécialisé en tout ce qui est gestion de projets au forfait, puisque 80% de notre activité, c'est avec des engagements au forfait. Et donc, toute notre organisation est basée en fait sur une structure qui nous permet de gérer ces projets au forfait, aussi bien sur la prise de risque, sur la prise de risque d'un point de vue contractuel, sur la prise de risque d'un point de vue technique. Donc, on a des organisations spécifiques pour répondre à ces problématiques. Et on a un certain nombre de clients qui nous sont fidèles, puisqu'effectivement, on a un taux de renouvellement qui est très important, je dirais, au niveau des clients français. Alors, ce qui n'est pas pratique, c'est que j'ai besoin de mes lunettes là, et là, je mets mes lunettes. Sur les nouvelles initiatives qu'on peut avoir en France et qu'on a lancées l'année dernière et cette année, donc on a déjà eu l'occasion de vous parler effectivement de nouvelles activités plutôt de spécialités techniques, donc sur la partie RPA, blockchain, IoT ou BIM. Alors BIM, c'est un peu nouveau, c'est lié aussi au SIG, mais c'est une dimension en 3D. Donc plutôt que de visualiser des objets sur un plan, on les visualise en 3D. Donc on imagine très bien ça sur un plan d'un immeuble ou sur le plan par exemple sur l'aéroport de Paris. On gère aussi du patrimoine, donc effectivement on peut visualiser les bâtiments en 3D. On a un nouveau market qu'on a lancé. Alors, ce n'est pas nouveau, mais on l'a lancé en termes d'organisation cette année. C'est-à-dire qu'on a suffisamment gagné de projets et le market est suffisamment mature pour avoir créé une business unit dédiée sur la partie MaaS. Donc, MaaS qui est Mobility as a Service. Donc, Mobility as a Service, j'en ai parlé la dernière fois aussi au Trocadéro. Rapidement, c'est pour avoir de l'intermodalité. Donc, vous commencez à prendre votre vélo, un taxi, une voiture en autopartage, terminé par un bus, et puis et à la fin, vous terminez quand même à pied. Tout ça avec une seule application et surtout l'achat forfaitaire d'un seul ticket ou d'un forfait unique. C'est ce qui va transformer en fait toutes nos collectivités. Donc, on a plusieurs projets en cours dans ce domaine et on veut être leader en France dans ce domaine-là. On a aussi des opportunités sur la partie produits, puisqu'on développe sur la partie service des composants ou des produits qui viennent compléter notre offre. On le voit dans le domaine de la santé, mais on le voit dans le domaine de l'éditique et d'autres. Voilà, on essaye de proposer des verticaux qui sont à la fois du mix produits et services. Et ça nous permet d'avoir des approches pour gagner plus. Donc c'est un des points qu'on voit sur le slide en dessous. Alors paradoxalement en France, comme on est connu pour être un spécialiste,
à part sur les très gros clients, mais il y a certains clients qui nous connaissent qu'au travers d'une spécialité. Et donc, cette année, on a fait un focus particulier pour qu'on n'ait pas un triptyque, un client, une spécialité et un projet, mais qu'on ait plutôt un client, plusieurs spécialités, plusieurs projets. Donc, c'est un challenge. C'est toujours plus simple d'aller chercher, je dirais, des clients en interne que des nouveaux clients. Et donc, on a mis un focus vraiment spécifique sur cet objectif cette année. Le dernier point qu'on note sur la partie aller plus loin, c'est la partie santé. Effectivement, il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de la santé actuellement. On a des très gros appels d'offres en cours sur informatiser les différentes régions, comme on a pu le faire en région Rhône-Alpes. On a la chance de travailler depuis 15 ans en région Rhône-Alpes sur le domaine de la santé. Et donc, il y a des gros appels d'offres en cours sur la partie qu'on appelle e-parcours pour gérer effectivement la santé de demain et coordonner en fait tous les professionnels de santé et les patients maintenant. Voilà. Donc les ressources, elles sont affichées. On est plus de 550 ingénieurs, donc présents dans 3 sites en France. On est certifié ISO 27001 conforme. Et derrière, on s'est organisé cette année autour de 6 clusters, donc qui sont affichés donc à votre écran, qui sont la géographie, Content and Collab, tout ce qui touche autour de la data et de l'intelligence, l'IP que je vous ai présenté tout à l'heure, couplé à la blockchain, la partie client et puis la partie santé. Merci beaucoup. Je voulais dire à quel point, moi personnellement, je suis très fier des équipes qui sont arrivées dans tous les domaines, tous les pays, tous les secteurs, à trouver ce positionnement de leader. Soit vous êtes généraliste et il faudrait que nous ayons 40 000 personnes, soit vous êtes spécialiste et vous devez être le leader. Et entre les deux, c'est très compliqué. Je vais être très rapide pour passer la suite parce que la Suisse reprend beaucoup de logique des autres pays. Ils ont d'ailleurs choisi WIPO comme étant le projet phare. WIPO, ça représente exactement ce que fait IP à Paris. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive, ce coup-là, à optimiser et à utiliser ce qui se passe ailleurs. Donc, nous avons un projet sur 5 ans à WIPO. WIPO, c'est l'Office mondial de marques et brevets, et qui est situé à Genève. Et nous avons signé avec eux un projet sur 5 ans au niveau de la gestion des marques. Sur ce qui est la Suisse en général, c'est le sport, le luxe, le sport, le luxe, les Nations Unies, surtout les Nations Unies. Et à ce titre, j'aimerais bien revenir sur ce qui est sport. En sport, en que nouveau, nous reprenons les technologies présentées par Philippe Lecalvet. Ces technologies sont du style BIM, du style MAS, du style SIG. Et nous avons actuellement des produits en cours d'élaboration qui pourraient devenir des produits du futur, à savoir passer du secteur service au secteur software. Pour ce qui est Middle East et Inde, ce sont plutôt, hormis Dubaï, des ressources. On produit à Beyrouth, on produit à Chennai et on vend en Europe, ou on vend aux États-Unis et au Canada. Voilà la logique. Il y a une exception, c'est Dubaï, où Dubaï, nous avions déjà un software dans le cas de la banque, qui est un software, disons, de gestion Internet, de banque Internet, de front office de banque Internet, et avec une spécialité islamique qui permet de ne pas avoir de logique d'intérêt. Et ce projet, ce software est toujours d'actualité. Simplement, ce n'est pas un produit sur lequel nous misons pour le long terme. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt un produit cash-co. Voilà pour la présentation des savoir-faire du groupe. Maintenant, nous allons passer pas au savoir-faire, mais disons à la performance et aux chiffres. Je me retourne vers Stéphanie pour savoir s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit pour le moment. Donc, je vous sens très sage, donc je continue sur la présentation des chiffres. Les chiffres, c'est d'abord
un raisonnement software-service. Vous avez noté que le software a diminué. Pourquoi il a diminué en proportion? C'est parce que nous avons vendu APAC. APAC a été vendu fin 2018 et donc représente 0 dans les comptes 2019. Ça, c'est la première chose. Dans ce secteur produit, les 3/4 du chiffre d'affaires, c'est du GRC. Donc le GRC, c'est le projet phare, le produit phare de notre stratégie. Après, ce qu'on peut remarquer dans ce slide, c'est le chiffre d'affaires. Souvenez-vous, en 2018, nous vendons APAC et nous diminuons notre chiffre d'affaires déclaré à 170 millions. Cette année, nous arrivons à 213 millions. Si on regarde la croissance interne, nous avons créé 35 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Avec les valorisations d'il y a quelques mois, 35 millions d'euros à 13% à double-digit growth, c'est quelque chose qui aurait dû se payer 50 millions. Je fais cette remarque pour qu'on dise, on s'aperçoive que la croissance interne, c'est essentiel. C'est le clé de notre stratégie. Donc, nous avons fait 20,7% de croissance interne avec 13,4% d'EBITDA margin. Je rappelle pour mémoire que l'EBITDA a été quelque peu modifié. Pourquoi? C'est parce qu'on est en IFRS 16 et qu'en IFRS 16, certains éléments des coûts directs ont été retraités. On reviendra là-dessus. Ce slide que vous voyez n'est là que pour prouver qu'on est peu cyclique. On est peu cyclique et j'allais dire Nick Scully nous aide toujours en fin d'année puisque dans le domaine du software vendu sous forme de licence, il y a des commandes, plutôt des ventes qui s'effectuent à la fin de Q4. Voilà pourquoi il y a une amélioration du chiffre d'affaires trimestriel en Q4. Maintenant, vous avez le slide qui est le slide analytique du PNL que je commenterai très rapidement. Premièrement, une croissance interne énorme. Deuxièmement, dans les autres produits, vous voyez une stagnation. Attention de ne pas juger ça comme étant négatif. Il y a deux critères dans ces stagnations. L'IP, qui représente 70% de cette partie-là, a eu un chiffre d'affaires exceptionnel en 2018, ce qui détruit l'analyse 2019. Si on regarde sur 2 ans, je répète, l'IP, en moyenne, a une croissance à 2 chiffres. Deuxièmement, là-dedans, vous avez les futurs produits du groupe. Philippe n'a pas eu le temps de vous parler d'Horizon. Horizon est un produit en cours de développement pour la santé qui s'occupe principalement de télémédecine et qui est actuellement encore au début de sa commercialisation. Donc une année, il y a une bonne signature, une année pas bonne. Je pense qu'il faudra analyser Horizon dans 2 ans. Maintenant, pour Short Venue, c'est pareil. Nous avons développé, ex nihilo, un produit de virtualisation de stade en 3D. Et Philippe vous parlait tout à l'heure de BIM. Et c'est à peu près ça, c'est du système d'information géographique 3D, alliant tout un tas de technologies. C'est actuellement en fin de développement, en début de commercialisation, et vous verrez, ce secteur Others va croître énormément dans les prochaines années. Sur le reste, rien à dire, si ce n'est qu'il y a 4 blocs qui sont à peu près équivalents, la France, le Benelux et UK et le reste. Et tout ça doit croître à 2 chiffres dans les années futures. Maintenant, un rappel de la position cash. La position cash est actuellement de 53,7 ou de 70,8 millions. L'écart, c'est le retraitement IFRS que je vous expliquerai quand je présenterai les bilans. Donc, si vous avez 53,7, c'est à comparer à un EBITDA margin de 13,4%. Si vous prenez 70,8, c'est à comparer à un EBITDA margin de 11,8%.
Le software nécessite un énorme effort de R&D. Nous avons actuellement 18% à 18,4% de coûts affectés à la R&D par rapport au chiffre d'affaires software. Je répète, par rapport au chiffre d'affaires software et non pas par rapport au chiffre d'affaires global. Nous avons de la R&D dans les services, ne serait-ce que pour développer les produits du futur, mais pas plus. Maintenant, regardez ce slide sur le backlog. Merci. Le slide sur le backlog monte énormément, de 400 à 487. Mais finalement, ce n'est que 23% pour 20% de croissance interne. La conclusion qu'on a, c'est que nous avons les moyens, le bras de levier, pour continuer notre croissance interne. Jamais je vous ai fait de présentation sur une croissance interne motivée par une soi-disant récurrence. Je ne sais pas bien ce qu'est la récurrence parce que ça dépend de l'ADN de chacun. Alors que le backlog, c'est audité, c'est précis. Et donc, quand vous voyez le backlog, vous pouvez en déduire le futur. En ce qui concerne l'impact des monnaies, ce qui a modifié maintenant le paysage, c'est la cession d'APAC. Vous aviez un impact euro inférieur avant et il s'est accru parce que vous avez le poids de la France, le poids principalement de Luxembourg, de la Grèce, de la Belgique. Et c'est pour ça que nous avons 42% d'exposition à l'euro. Là, vous avez le top 10. Donc, le top 10, il faut s'apercevoir que le top 10 n'est que la résultante de la stratégie. À savoir, ce n'est pas la résultante de la force d'une entité. Il n'y a pas d'entité française dans le top 10. Pourquoi ? Parce que la France a choisi de faire des projets à 1 million d'euros chez des grands clients, de saucissonner les questions et finalement d'avoir des engagements inférieurs à d'autres pays. La Belgique avec l'Union européenne, UK notamment avec le pétrole, ont une autre stratégie. C'est pour ça que vous voyez apparaître des références plutôt UK et belge dans le top 10. Et là, l'exposition du premier client est assez faible puisqu'elle est à 3,8%. Là, je passe assez rapidement. Nos effectifs augmentent. Ils augmentent à un rythme inférieur au chiffre d'affaires. Attention, il va falloir recruter. Mais jamais nous ne nous laisserons aller à recruter des gens non adaptés pour finalement suivre un budget à tout prix. Nous privilégierons la qualité et c'est toujours ce qui sera l'élément moteur de notre stratégie. Je vous rappelle quand même que nous avons des performances correctes puisque nous les comparons aux comparables du CAC, BICAC, c'est ça ? Et nous avons toujours une surperformance, une légère surperformance par rapport à ce référent. Et en 2019, en intégrant les dividendes, souvenez-vous que dans d'une période où finalement les cours de bourse pourraient être chahutés, nous avons, nous, une politique de dividendes cohérente. Et finalement, en 2019, nous avons fait plus 22%. Maintenant, quelques explications. Ouh là là, c'est un exercice pour la vue, ça. En premier, j'ai voulu vous expliquer j'ai voulu globalement vous expliquer les modifications substantielles du bilan 2019 par rapport à 2018. Le premier item, c'est le goodwill. Le goodwill a augmenté et il a augmenté de 9,1 millions. Sur 9,1 millions, c'est presque tout de la réelle augmentation de goodwill, sauf des retraitements liés aux écarts de change à hauteur de 2,2 millions. Vous vous souvenez peut-être pas trop, mais Magic Galileo, acquis au 1er janvier 2019,
petite société venant compléter l'offre produit de l'Activris, c'est-à-dire du GRC, et Dataco, venant compléter l'offre Oil and Gas de l'Écosse. Voilà pour le premier point, c'est le goodwill. Le deuxième point, c'est la capitalisation. C'est simple, quand vous n'avez pas d'occasion d'acquérir, il faut investir. Et l'investissement se fait dans la R&D, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'engage à ce que, dans l'avenir, le pourcentage de chiffre d'affaires du software va pouvoir monter grâce aux nouveaux produits que nous sommes en train de développer. Voilà. Ce qui est marqué en dessous, les 1.1 de Magic Galileo, c'est que dorénavant en IFRS 16, vous ne mettez pas un goodwill équivalent à la survaleur par rapport à la considération. Vous répartissez cette survaleur en différentes parties, dont une partie qui est réallouée au goodwill, et c'est cela qui s'ajoute à hauteur de 1,1 million pour Magic Galileo. Après, vous avez un accroissement de 1,4 million dans les tangible assets. C'est principalement notre expansion, c'est-à-dire nous avons par exemple à Lyon un bâtiment de plus tous les 18 mois. Et ce bâtiment, il faut l'agencer, il faut faire du partitionnage et donc il faut investir. C'est là-dessus qu'on retrouve l'augmentation de 1,4 million. Après, on va aborder sur les deux autres slides la question de la cash position. Dans la cash position, vous avez un retraitement des leases. Et le lease futur, c'est 17,1 millions. Mais nous avons fait une provision de 2,7 pour locaux inoccupés. Donc le lease futur net courant est de 14,4 millions. Et ça, c'est transformé en un droit d'utilisation. Juste en face, au niveau du passif, vous avez des obligations, c'est-à-dire le futur paiement de nos leases à 1 an et au-delà d'1 an. Donc, en 2020, nous avons un engagement de 4,1 millions de leases déjà validés sur le bilan 2019. Et les engagements au-delà du 1er janvier 2021 sont de 13 millions. J'ai un grand moment de solitude parce que comme je vois le caméraman qui ne comprend rien à ce que je dis, j'espère que vous comprendrez quand même quelque chose. Je me retrouve un peu seul. Bref, on va passer bientôt aux questions. Les derniers slides, c'est le PNL consolidé, avec naturellement des comparables différents puisqu'on n'est pas dans les mêmes normes IFRS. Et après, le cash flow statement. Le cash flow statement, ce qu'il faut remarquer cette année, c'est que nous avons collecté 22 millions, presque 22 millions de cash opérationnel. C'est à relier à notre politique de dividendes que je présenterai après. 2020, donc hors coronavirus. Je répète, hors coronavirus, nous avons prévu un minimum 13% d'EBITDA margin et 12% de croissance interne. Je suis en train de faire une étude précise des impacts du coronavirus. Cette étude sera suivie semaine après semaine, qui nous permettra de faire des communications au marché que nous ne pouvons pas encore faire. Pourquoi ? C'est que pour le moment, nous n'avons pas eu d'impact du coronavirus. Mais nous en aurons certainement. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est... non, là, je vous ai mis la compétition, on s'en fiche. C'est que nous allons avoir une assemblée générale. À cette assemblée générale, nous allons proposer un dividende. Et pour le moment, le conseil d'administration qui s'est tenu la semaine dernière ou cette semaine a décidé de proposer un dividende de 1,8 million d'euros. Voilà. Si vous pouviez m'enlever ma solitude en posant des questions.
ça serait pas mal. Est-ce que tu as des questions? Alors Jacques, actuellement, il n'y a pas beaucoup de questions. Seulement, les personnes demandent à avoir le PDF de la présentation. Donc, je leur ai dit que je le mettais en ligne sur notre site. Donc ça, c'est en train d'être fait. Tout le monde va pouvoir récupérer le PDF dans quelques instants sur notre site web, dans la partie investisseurs. Voilà. Tout. Pour l'instant, c'est tout. Peut-être qu'on peut faire un appel à nos analystes financiers qui doivent être connectés s'ils ont quelques petites questions. Est-ce que nos analystes peuvent intervenir? Alors, effectivement, il y a une personne qui pose une question. Il voulait savoir s'il avait bien entendu 1,8 € par action et non 1,8 million d'euros par action. Oui, monsieur, je pense. Je pense que vous avez entendu, c'était dans mon optimisme effréné que j'avais dû dire 1,8 million, parce que réellement, 1,8, c'est une cash-out important. Et deuxièmement, ça représente, j'allais dire, la sanction positive d'une année formidable. 20,7% de croissance interne, ce n'est pas tous les jours. Par contre, on a un plan 2022 et on a choisi de ne pas vous le présenter maintenant parce qu'on voudrait le faire de visu et on compte le faire en septembre. Et là, vous verrez que la croissance à 2 chiffres est planifiée pour les 3 prochaines années. Alors, j'ai une question qui est en train d'arriver. Je la lis telle qu'elle. Ces derniers jours, quel feedback client, en particulier sur l'oil and gas? Dave, can you manage? Est-ce que tu peux gérer cette question, Dave? Pardon, je n'ai pas bien entendu la question, dit Dave. Impact. It's okay for you or not? Impact on the oil and gas market. Your clients, yes. Yeah, I mean, I think at the moment it's still early days in terms actuellement, je pense que c'est un petit peu prématuré par rapport à ce qui s'est passé au niveau du prix du pétrole. Moi, j'aurais tendance à dire que la grande majorité des travaux que nous faisons avec nos clients, c'est non discrétionnaire. Ça tourne autour des opérations. Donc, tout doit continuer. Ils ne peuvent pas juste arrêter. Et donc, je pense que, oui, le prix du pétrole peut avoir un impact sur un certain nombre de projets, mais réellement, je pense qu'il est trop tôt. Il est vraiment trop prématuré. On ne peut pas dire quel sera l'effet à long terme. Mon point de vue personnel est que ceci ne sera pas un prix bas qui va durer. Je suis convaincu que la dispute entre la Russie et l'OPEP, je ne pense pas que la Russie puisse continuer comme elle fait actuellement. Il y a une autre question? Pour l'instant, thank you, Dave. Grégory, Emmanuel, est-ce que vous avez des questions pour nommer ceux qui posent des questions habituellement? Non? Pas de nouvelles questions actuellement sur le chat. Bon. Eh bien, la prochaine fois, nous allons résolument choisir les réunions où nous réunissons tout le monde dans la même place parce que c'est beaucoup plus dynamique. En tout cas, on remercie tout le plateau technique parce que sachez qu'ici, il y a beaucoup de monde pour arriver à faire à cette organisation de téléconférence. Et, pardon. Il y a une nouvelle question, pardon. Il y a une nouvelle question. Alors, je vais commencer. Une question sur le Covid-19. Quels sont les principaux risques pour Sword? Là, je vais essayer de synthétiser. Je vais passer la parole après à Philippe pour donner un exemple d'un pays. D'abord, synthétiser, c'est qu'on ne sait pas. Deuxièmement, nous avons moins d'exposition que les sociétés qui font du time and means, c'est-à-dire de la régie. Pourquoi? C'est parce qu'à un certain moment, dans la régie, vous déléguez quelqu'un sur des contrats court terme et si cette personne n'est plus acceptée chez le client, elle est en rompu, c'est-à-dire qu'elle est payée par nous
et plus facturés. Ça, ce n'est pas notre métier et c'est le pire cas qui puisse arriver à une ESN. Nous avons choisi résolument d'être dans les Fixed Price Projects et là, je laisse la parole à Philippe. Donc sur les projets au forfait en France, donc on commence effectivement à avoir quelques impacts. Des impacts qui sont très simples, hein. Par exemple des déplacements qui sont annulés et donc du coup on a des formations qui étaient prévues qui n'ont pas pu avoir lieu. Du coup je pense que la mise en production de nos applications sera retardée. Dans des phases d'études aussi, on travaille beaucoup en atelier et donc du coup les ateliers se font de manière un peu plus virtuelle, donc c'est un peu moins efficace. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque société et grande société avec qui on travaille a un plan de continuité d'activité. Donc tout le monde travaille dessus, que ce soit de notre côté ou les différentes sociétés. Et donc on arrive maintenant avec les moyens modernes à faire un peu plus de virtuel et travailler à distance comme aujourd'hui. Donc il y aura forcément un impact, hein, il ne faut pas le nier. Mais pour l'instant, c'est minime, mais on se prépare à l'étape d'après. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on pense que Q1 va être très très bon à nouveau et après on ne peut pas vous répondre sur Q2. Voilà. Mais si on prend l'hypothèse qu'il y aura une fin de cette crise, nous sortirons de cette crise, à mon avis, plus fort que la moyenne. Ah, il y a une autre question, pardon. Il y a effectivement d'autres questions. Sur les M&A, quel type de cible et les prix d'acquisition sont-ils en train de baisser? Donc, M&A, premièrement, nous utilisons cette solution de croissance interne avec parcimonie. Et actuellement, nous avons eu principalement au Royaume-Uni Magic Galileo par Nick Scully et Dataco par Dave Bruce. Pourquoi? C'était uniquement parce que les multiples étaient trop importants. Et j'ai actuellement pas de négociations, mais des échanges avec 2 sociétés. Et ce que je remarque, ce n'est pas une baisse des multiples, c'est que les multiples s'écroulent tellement que les opportunités sont retirées de la vente. Donc, on n'aura plus d'opportunités d'acquisition pendant cette crise, à mon avis, hormis des dépôts de bilan. On va avoir des gens qui vont reporter leur projet de cession à la fin de la crise. C'est ça surtout. Alors, une autre question sur l'effet Brexit positif sur la partie douanière, ou est-ce trop tôt pour le moment? Dieter, tu peux dire un mot sur le côté positif sur la DG Tax Sud? On a un client en plus, le UK. Alors, en fait, actuellement, pour nous, ça signifie en fait plus de business. Côté Belgique, hein, et côté Dave, can you... européenne, côté en fait marché en fait douanière, oui. Okay, and Dave, regarding your business, what is there any impact pour ton business, Dave, on your business? Y a-t-il un impact sur ton business? Au niveau du Brexit, absolument pas. Je n'en ai pas du tout l'impression. Quasiment tout le travail que l'on fait est réalisé au Royaume-Uni, payé au Royaume-Uni, payé en livres sterling. Bon, je pense qu'il y a un certain potentiel pour que les négociations soient retardées désormais, parce que très clairement, nous avons un certain nombre de problèmes très compliqués sur la table par rapport au coronavirus. Mais non, pour l'instant, nous n'avons vu aucun impact. Nous avons eu un budget hier où le ministre de l'économie a parlé du fait qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour gérer les choses pendant cette crise. Donc pour l'instant, non, le Brexit, ce n'est pas une préoccupation. Je dis qu'on a encore un accès aux États-Unis grâce à vous, parce que j'ai vu que Trump autorisait le UK à se déplacer aux États-Unis et pas nous. Donc finalement, vous êtes notre fer de lance aux États-Unis actuellement. Stéphanie? Effectivement, le cours de l'action baisse. Est-ce qu'il y a une volonté de racheter les actions de Sword ou de...
C'est une bonne question parce que c'est une question qui pourrait impacter la prochaine Assemblée générale. Cette Assemblée générale, peut-être sera-t-elle décalée de 15 jours s'il le faut, parce qu'il faudrait que nous fassions une AGE pour prévoir tout ça, à savoir nous donner la possibilité de racheter plus d'actions, donc d'avoir cette délégation. Pour le moment, on est limité à 5%. Et deuxièmement, il faudra que de notre côté, nous vous donnions des indications, non, pas que nous vous donnions des indications, que nous soyons très clairs entre nous au sujet de la stratégie de rachat par rapport aux événements. En 2 mots, j'ai connu le cours de l'action de Sword descendant de 40 à 9. Il est évident qu'après avoir vu ça, nous ne resterons pas les bras croisés et nous rachèterons des actions. Donc, non pas pour soutenir le cours à tout prix, mais parce que nous sommes certains que notre société vaut plus. Alors, une autre question. Est-ce que le coronavirus a ouvert des opportunités pour la partie santé, télémédecine ? Ça. Alors, on a une application qui fait de la téléconsultation qui est diffusée en région Rhône-Alpes. Et justement, je faisais un point hier sur le nombre de téléconsultations qui étaient organisées par jour et si ça avait augmenté. Et alors, à date, hier, en moyenne, on avait 40 consultations par jour et on est passé à 180. Donc, du coup, il y a une augmentation effectivement d'un effet téléconsultation qui est assez énorme. Et c'est valable pour notre plateforme et puis pour toutes les plateformes du marché, effectivement. Voilà, donc naturellement, nous n'allons pas nous réjouir d'événements comme ça, mais disons que pour un projet qui vient de terminer et qui est en cours de début de commercialisation, c'est plutôt prometteur. Alors, une autre question. Constatez-vous une baisse du turnover ces dernières semaines ? Difficile, ça par contre, difficile à dire. Moi, j'aurais dit en termes d'effectifs, si c'est ça, mais c'est un peu tôt, je pense. C'est un peu tôt. C'est quelque chose qu'on pourrait revoir à l'Assemblée générale où on aura une meilleure vision. L'Assemblée générale étant dans un peu plus d'1 mois, on pourrait à ce moment-là avoir un suivi plus précis des effets de cette crise. Mais pour le moment, ce serait que du virtuel. On ne se base pas sur des chiffres. Voilà, pour l'instant, toutes les questions. Nous avons répondu à toutes les questions du chat. Bon, on laisse 2 secondes. Je regrette que Grégory et Emmanuel n'aient pas posé leurs questions. Peut-être qu'ils étaient dans les questions, mais elles n'étaient pas assez financières pour ça, à mon avis. C'est parce qu'on a bien fait et qu'on vous a donné plus de réponses sur les bilans que d'habitude. Je crois que c'est ça qui a généré cette absence de questions. Donc on continuera à faire cet effort de présentation des termes du bilan, des lignes du bilan qui ont une modification significative. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Pour ceux qui veulent, c'est pour l'Assemblée générale. Nous avons une prochaine réunion SFAF en septembre. Nous avons bientôt, en début avril, les chiffres du premier trimestre. Et à nouveau, je vous promets, nous regardons les effets de cette crise semaine par semaine et s'il y a des éléments significatifs, nous vous reporterons. Merci beaucoup à nouveau. Merci à tous. Au revoir.